La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici, elle est auxiliaire aux services de santé et sociaux. Des fois, le délai est beaucoup plus long que souhaité. Là. Cette clientèle, elle est donc lourde. Oui, on pourrait appeler ça comme ça. Logement et asphalte à Chandeleur. Et ce qui va faire en sorte que ça va libérer également des appartements dans les autres espaces de logement. Comme moi, je connais des gens qui habitent les blocs appartements près de l'hôpital qui vont déménager là. Donc, j'en connais au moins 4, donc ça va libérer 4 appartements là. Elle est assistance technique senior en pharmacie. Donc, le médicament est ici à la pharmacie, puis c'est nous, les assistantes techniques en pharmacie, qui s'occupent d'informatiser en fait les prescriptions qui sont faites par le médecin, envoyées, acheminées à la pharmacie. Serge Tidjani, gavons-nous d'Alléluia. La période de Pâques est aussi une période de croissance où on avance. Et au milieu de tout ça, c'est toujours de se dire, voilà l'héritage de foi que j'ai reçu. Des conseils juridiques gratuits pour tous et toutes les 20 et 21 avril prochains. À peu près une quinzaine de minutes par personne pour pouvoir répondre au plus grand nombre de personnes possible. Et effectivement, oui, c'est un bon terme que d'utiliser le terme tremplin parce que souvent, on va aiguiller les gens, on va pouvoir les référer à des ressources aussi. Mise à jour dans le dossier des pêches avec Claudio Bernacci. Parce que ces trois espèces-là se retrouvent assez régulièrement dans les mêmes endroits. Donc, la crevette, le turbo, le sébaste. Alors, quand tu as une espèce comme les sébastes qui est présente en aussi grande quantité, bien, elle a un impact sur son environnement, sur les autres espèces. Prise de parole. Les 5 participants à la finale régionale. Ça nous fait des jeunes qui est connectés sur l'actualité. Puis moi, en tant que prof d'univers social, bien, c'est sûr que c'est important pour moi. Alors, de développer un argumentaire, de développer un esprit de synthèse, de faire une recherche, de trouver des sources fiables. Revue de presse du 18 avril 2024. Bonne émission. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière. Elle s'appelle Monique Vallée. Elle est auxiliaire aux services de santé et sociaux en résidence à assistance continue à Chandler. Son métier force à la patience, à l'écoute et au dévouement entier envers une clientèle lourde. Des auxiliaires comme elle, le 6 de la Gaspésie en cherche plusieurs, dont 4 à Capcha et 2 à Gaspé. Dans ce reportage, vous allez découvrir quelqu'un d'exceptionnel en la personne de Monique Vallée. Voici mon reportage. On est ici à Chandler. Dans cette maison, votre travail consiste en quoi? Ici, c'est de l'intervention. Beaucoup d'interventions. C'est des gens qui ont une déficience intellectuelle ou le spectre de l'autisme. Notre travail numéro 1, c'est de l'intervention. Oui, d'accord. C'est de réadapter, parce qu'on est en réadaptation, oui. Les usagers pour atteindre un niveau, je dirais, socialement acceptable. Parce que souvent, ils arrivent ici avec un trouble de comportement. Donc, le but, c'est de faire en sorte qu'on atteint un niveau acceptable. Ils peuvent résider ici combien de temps? Il n'y a pas de limite de temps. Quand, habituellement, on sent, puis on est convaincu qu'il a atteint le maximum de ce qu'il pourrait être, il va probablement s'en aller en RI. C'est quoi ça? Une résidence intermédiaire.
puis ou en famille d'accueil. On n'a pas beaucoup de familles d'accueil, donc des fois le délai est beaucoup plus long que souhaité. Là. Cette clientèle, elle est donc lourde. Oui, on pourrait appeler ça comme ça. Donc, par exemple, vous avez combien de places ici en résidence? On devrait avoir 7 places permanentes, puis une pour des répits. Mais les 8 places sont presque toujours pleines en permanence. La personne type, j'ai vu ici en rentrant des hommes, des jeunes hommes de tous âges. Oui. Il y a des gens de tous âges, en fait. Oui. Principalement des hommes? Présentement, oui. On a déjà eu un temps où c'était presque juste des femmes. Ils doivent être adultes. Habituellement, là, ça pourrait arriver exceptionnellement qu'il y en aurait mineurs, comme 16-17 ans, mais c'est vraiment exceptionnel. Habituellement, c'est adulte. Et les groupes d'âge, le plus vieux que vous avez vu, c'est quoi? 68. On en a déjà eu un même dans 70. Quand même. Quand même. Comment on fait pour être accepté? Disons que, je sais pas, je connais quelqu'un qui aurait besoin de cette aide-là. Comment je procède pour obtenir ce service-là? C'est sûr que ce serait plus ma gestionnaire qui vous informerait là-dessus. Nous, on accueille l'usager. D'accord. C'est sûr, faut vraiment qu'il y ait un besoin que cette clientèle-là, d'un, il faut qu'elle ait une déficience. Première chose. C'est la première chose. Ou, comme je vous dis, un TSA. Je pourrais pas vraiment répondre à votre question parce que s'il vient en répit, oui, c'est juste peut-être parce que la famille est fatiguée. Elle a besoin de repos parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Sinon, ben il arrive ici parce qu'il n'y a plus d'endroit où rester. C'est ça. La famille où il était est épuisée. Wow. Ou des fois, les parents décèdent. Donc, vous pouvez les avoir d'une manière indéterminée jusqu'à temps qu'on puisse les replacer? Jusqu'à ce que ils peuvent être replacés, mais... En résidence intermédiaire? Oui, mais il faut qu'il est prêt à y aller. Ah, d'accord. Il y a toute une démarche. Oui. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, je suppose, dans tout ce travail? Ou... Non, on a des éducateurs. Allez-y. Une infirmière auxiliaire qui est chef d'équipe. Ici, là? Oui, oui. On a une gestionnaire qui est Karine Aubin qui s'occupe, c'est elle vraiment qui coordonne. Qui coordonne, qui nous dit quelle clientèle on va avoir, puis nous, ben, l'éducatrice nous émet des plans d'intervention. Elle nous dit c'est quoi il y a à travailler avec la clientèle et que l'usager qui arrive. Puis tout le monde en place, un coup sur le plancher, tout le monde est au même niveau. C'est certain, comme tout ce qui est soins de santé, c'est l'infirmière qui va s'en occuper. Mais tout le monde donne des bains. Tout le monde fait, s'il y a des culottes d'inconscience, tout le monde change les culottes. Tout le monde fait de l'intervention. Parce que l'intervention, c'est le but premier des RAC. C'est vraiment ça notre but, c'est d'arriver à comprendre le client, à ce qu'il nous fasse confiance, parce que souvent, ils ont des comportements parce que ils n'ont plus confiance non plus en société, ils sont pas compris, sont incompris. On essaie de comprendre ce qui va pas. Puis ensuite, ben là, probablement qu'il irait vers une aérie ou une famille d'accueil. Je vais vous poser 2 dernières questions. Vous faites un métier très pointu, très spécialisé, ça prend beaucoup de patience, ça prend... Patience, tolérance, puis de la confiance en soi, parce que souvent, l'usager, s'il y a un mauvais comportement envers moi ou n'importe... Ben, c'est pas à moi qui s'attaque.
faut vraiment que tu aies une confiance de dire, bon, ben, c'est pas à cause que je m'appelle Monique, là. C'est que j'étais au mauvais moment, à la mauvaise place. Puis peut-être que oui, il m'a tiré les cheveux. Peut-être que oui, il est pas content, puis il me le démonte. Mais c'est pas envers moi, c'est très rare. Quelqu'un qui veut faire votre métier, c'est à peu près les qualités que cette personne doit avoir. Oui, convaincu. Patience, tolérance, puis confiance en soi. Quels sont des obstacles de votre métier? Il y a sûrement des obstacles où il faut être patient, mais quand vous rentrez au travail, c'est jamais la même journée, j'ai l'impression. Jamais. Jamais. La journée peut être tranquille, puis tout d'un coup, une étincelle. Un allumette d'un baril de poudre. Puis on sait pas vraiment pourquoi, mais... puis, vu on est avec une clientèle qui est fragile, quand il y a un usager qui se désorganise, souvent, tout le reste va être désorganisé, là. C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Fait que, on doit être alerte. La personne qui travaille ici, puis la peur est normale, là. Si tu l'as pas, ça se peut que tu te trompes. Je vous pose une dernière question. Vous avez l'impression de... Je suis sûr que vous avez cette impression d'être fort utile à ces gens-là. Oui, d'être utile, puis j'espère. J'espère que mon travail sert à quelque chose. Vous sentez cette dynamique? Oui. Oui, je pense que... C'est sûr qu'avec certains usagers, on a un peu moins de connexion. Mais avec d'autres, Moses, on sent qu'on a fait un bon travail. Il a fait un gain dans sa vie, mais moi aussi, j'en ai fait un en même temps. Là. Parfait. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ben, merci à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Un projet d'unité de logement verra le jour à Chandler, ce qui viendra atténuer le problème de la crise du logement à terme. En tout, ce sont pas moins de 48 unités de logement réparties dans 6 édifices pour un coût total évalué à quelques 16 millions de dollars qui sortiront de terre. Les odeurs nauséabondes qui émanent des usines de transformation de produits marins peuvent être signalées aux autorités et un plan d'asphaltage est en cours afin de recenser les travaux à venir dans chacun des quartiers. Voilà autant de sujets que nous avons abordés avec le maire de Chandler, Gilles Darèche, au sortir de la dernière séance municipale. Voici mon reportage. Bonjour. Bonjour. On a trois sujets aujourd'hui. Rapidement, logement. Un beau projet, on vous écoute. C'est un très beau projet en collaboration avec Hans Logement. C'est un projet de 6 unités de logement, 6 bâtisses, dans le fond de 8 logements par bâtisse, donc qui devrait voir le jour là, en début, cet automne ou au printemps prochain. Donc, mais c'est sûr que ça va commencer, là, la résolution est passée, puis tout ça. J'ai communiqué avec M. Champagne, qui pilote le dossier, là, qui n'est pas au Canada présentement, mais qui va être ici bientôt. On va se revoir là, dans les prochains mois pour fixer les dates et tout ça. Puis c'est un très beau projet. C'est un projet pour les personnes à mobilité réduite. Par contre, comme j'ai dit ce soir, là, les personnes, les appartements qui vont être vacants vont offrir plus large. Donc, et ce qui va faire en sorte que ça va libérer également des appartements dans les autres espaces de logement. Comme moi, je connais des gens qui habitent les blocs appartements près de l'hôpital qui vont déménager là. Donc, j'en connais au moins 4, donc ça va libérer 4 appartements là. Et ça va faire du bien pour le logement. C'est juste des bonnes nouvelles devant la crise. Bien, absolument. Si on regarde ça, il y a des gens qui vont... J'espère que ça ne sera pas critiqué négativement, parce qu'il y a des gens qui nous appellent à tous les jours. Il y a des gens qui ont couché dans leur voiture, qui n'avaient pas de logement.
Donc, si on ne fait pas d'efforts, puis il y a des gens qui nous critiquent en disant la ville ne fait rien. Ce qu'on a fait dans la dernière année, c'est d'essayer de limiter les locations court terme pour faire en sorte que quand il y a une maison qui va se vendre à Chandler, elle va peut-être se vendre pour une famille d'ici et non pour quelqu'un de l'extérieur qui va demander un permis de Airbnb le lendemain de l'achat. Donc, on essaie de faire en sorte que les maisons qui se vendent se font pour de la location à long terme pour des familles, puis on a mis des règlements pour ça. Dans le meilleur des mondes, 2025, ça commencera les travaux? Absolument, oui. Parfait. Deuxième sujet, problème d'odeur, qu'est-ce qu'il y en est? Les problèmes d'odeur, on sait qu'en période, on parle du centre de compostage, oui. En période, quand les usines ont démarré leur activité, on sait que les produits marins dégagent beaucoup d'odeur au centre de compostage. Les odeurs se retrouvent à l'hôpital, au centre-ville de Chandler, et il y a des gens qui nous font parvenir leur mécontentement. Mais je vais donner le numéro de téléphone de M. Richard Blais. M. Richard Blais, il est le responsable à ce niveau-là pour la MRC. Donc, au numéro 418-689-0235. Donc, les gens pourraient rejoindre M. Blais pour signaler leur mécontentement. Mais M. Blais, il peut intervenir tout de suite. Ce que M. Blais nous dit, c'est que si je suis prévenu assez rapidement, je peux faire une intervention assez rapide pour minimiser les odeurs. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Il faut appeler M. Blais. Le dernier sujet, plan d'asphalte, qu'est-ce qu'il y en a en fait? Mais écoutez, on sait qu'on a plusieurs rues à Chandler qui sont quand même, qui demandent un peu d'amour. Là. On parle principalement, mettons, de la rue de la Polyvalente, le devant de la gare à Chandler. Là. La rue de la Polyvalente en est une qu'on doit citer en exemple parce que c'est beaucoup achalandé. Les gens qui se rendent à l'école, les gens qui passent par là pour aller à l'épicerie, à l'hôpital et tout ça, à la garderie également. Donc, c'est des rues comme ça qu'on va cibler là, dans chaque quartier pour essayer de faire en sorte là, de faire des réparations majeures pour notre asphaltage. Juste, est-ce qu'on sait à peu près combien ça peut coûter? Est-ce qu'on a une idée à venir? On a des rencontres à partir de la semaine prochaine pour évaluer tout ça. Il va y avoir un plan de sortie là, pour savoir, pour évaluer les coûts également. Monsieur le maire, merci. Ça me fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. Elle s'appelle Katia Asselin-Paquette. Elle est assistante technique senior en pharmacie. Son métier est aussi passionnant que polyvalent et c'est la raison pour laquelle elle aime tant ce qu'elle fait et ça paraît en entrevue. D'ailleurs, le CIS de la Gaspésie est à la recherche de 6 ATP seniors, principalement dans Rocher-Percé et Haute-Gaspésie. TVRP vous invite donc au cœur de la pharmacie de l'hôpital de Chandler en compagnie de Mme Asselin-Paquette qui nous raconte son métier comme nul autre. Voici mon reportage. Bonjour, je m'appelle Katia Asselin-Paquette et je suis assistante technique senior en pharmacie au CIS de la Gaspésie à l'hôpital de Chandler. Dites-moi, ce métier que vous faites, en vos mots, à quoi ça ressemble? C'est un métier, en fait, qui est très polyvalent dans le sens où est-ce qu'on peut toucher à vraiment des tâches différentes une de l'autre. Oui, on s'occupe de la médication des patients, c'est sûr et certain, dans le sens que lorsqu'on se fait hospitaliser, il va y avoir une administration de médicaments qui est faite par l'infirmière, qui est prescrit par le médecin, mais avant ça, le médicament est à quelque part. Donc, le médicament est ici à la pharmacie, puis c'est nous, les assistantes techniques en pharmacie, qui s'occupent d'informatiser en fait les prescriptions qui sont faites par le médecin, envoyées, acheminées à la pharmacie par les infirmières. Donc, nous, on les rentre dans les dossiers patients pour qu'ensuite un pharmacien puisse en fait s'assurer que la médication est la bonne pour le patient, pour sa condition, qu'il n'y a pas d'interaction entre les différents médicaments. C'est une des difficultés d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est parce que le médecin, en fait, lui, il est vraiment... c'est un peu une encyclopédie des maladies. Mais le pharmacien, lui, va être l'encyclopédie des médicaments.
Donc, c'est vraiment, le médecin va savoir quelle est la maladie. Il va savoir les principaux médicaments, oui, qui vont servir à traiter cette maladie-là, à la guérir ou à soulager. Oui. Mais c'est vraiment le pharmacien qui, lui, va connaître tous les autres médicaments qui peuvent également faire cette job-là, si je peux dire, et qui seraient peut-être plus adaptés pour ce patient-là, pour sa condition. Ça veut dire que le dernier mot, c'est qui est là sur la médication? Oh, ça dépend toujours des cas, mais... Une question délicate, peut-être. Oui, exactement. Pas parce qu'en fait, moi, en tant qu'assistante technique en pharmacie, c'est pas moi qui va prendre cette décision-là, pardon, oui. C'est vraiment le pharmacien. Donc, moi, en fait, je vais plus vraiment être du côté technique dans tout ça. Donc, une fois que le pharmacien va avoir analysé ce que le médecin a prescrit, ce que nous, on a rentré dans les dossiers, lui, il peut nous retourner l'ordonnance en disant « Non, j'ai parlé avec le médecin, finalement, on va prescrire autre chose, on va prescrire une dose plus forte, plus faible. » Donc, nous, on va faire les modifications dans le dossier. Puis ensuite, on va faire parvenir la médication aussi au personnel soignant. Donc, c'est nous qui va s'occuper de donner, quand c'est une pilule, bien entendu, on envoie la pilule à l'étage, l'infirmière s'occupe de l'administration. Mais ça peut être aussi des préparations stériles. Donc, des choses qui vont se donner, en fait, au niveau des veines, par voie intraveineuse, par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Donc, ça, c'est des médicaments, parfois, qui doivent être préparés de A à Z, en fait. Des solutés. Comme ça ici, je ne sais pas si on voit. Oui, on le voit. Très bien. Donc, ça ici, en fait, c'est un soluté qu'on peut dire vierge, donc qui est seulement avec du dextrose, en fait, qui se vend déjà préfait. Mais nous, on va devoir, par exemple, injecter un antibiotique dans ce sac-là pour qu'il soit administré au patient. Puis ça se fait en milieu stérile. Donc, c'est vraiment fait un peu comme dans les émissions comme Stat ou tout ça qu'on peut voir là, quand ils se lavent vraiment pratiquement jusqu'au coude, qui sont habillés là, vraiment des pieds à la tête avec des uniformes pour que ce soit vraiment le plus stérile possible. Eh bien, nous aussi, on fait ça. Sauf que nous, c'est pour aller travailler sous hotte. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, en fait? Non. Quand on dit stérile, c'est que c'est vraiment, il faut qu'il y ait pratiquement rien dans, dans la poche de soluté, à part le médicament, à part l'ingrédient actif ou la base. Donc, il ne faut pas qu'il y ait aucune bactérie, aucun poil, rien du tout. Là. Donc, c'est la passion ou rien, finalement, dans ce métier? Il faut absolument. Il faut vraiment avoir le souci du détail. Si on fait une erreur, il faut savoir la reconnaître. C'est très important. Si on se trompe, on ne peut pas faire comme « Ah oui, c'est vrai » ou c'est vraiment, il faut absolument révéler là, toutes les petites failles qu'on pourrait déceler pour que ce soit vraiment le plus sécuritaire pour le patient, finalement. Ce métier, c'est de la formation, ça ressemble à quoi? La formation, en fait, c'est présentement, c'est un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles qui se fait, là, si je ne me trompe pas maintenant, c'est sur 2 ans, avec des stages en milieu hospitalier, puis aussi en milieu communautaire, qu'on appelle, donc dans d'une pharmacie là, comme Jean Coutu, Brunet, Nipri, là, les bannières qu'on connaît. Donc, il y a des assistantes techniques en pharmacie également qui préparent les médicaments. Donc, c'est une autre dynamique. Un autre, oui. Puis, il y a une autre possibilité d'emploi, en fait, là, pour lorsqu'on a le diplôme. Mais à l'hôpital, il faut absolument avoir le diplôme, ce qui n'est pas le cas si on veut travailler dans une pharmacie. Donc, ça peut être plaisant peut-être de toucher au milieu en allant en travail étudiant, par exemple. Ouais. Puis, après ça, si on aime ça, on peut se diriger vers le milieu hospitalier où est-ce que là, on va pouvoir toucher à une éventualité... on va pouvoir faire une éventualité de tâches beaucoup plus diversifiée. Une dernière question. Vous avez vraiment le sentiment d'être utile, on s'entend? Oui, absolument. On sauve des vies, c'est la vie ou la mort. En fait, on est une barrière vraiment, c'est la première barrière pour s'assurer que le patient soit traité de la meilleure façon possible pour lui, en fait. Là. Puis, quand il faut délivrer un médicament d'urgence, quand il faut prendre des décisions, aller rapidement, c'est sûr qu'on n'a pas le droit à l'erreur, puis il faut aimer ce qu'on fait, puis il faut le faire de la meilleure façon possible. Dernière question, disons que moi je veux faire ce métier-là. Qu'est-ce que vous me recommandez là, pour bien me préparer à ce métier? Quels sont surtout
les talents que je dois avoir pour m'assurer de bien faire mon travail? La minutie. C'est sûr que quand on parle justement là, de travailler sous ouate stérile, de préparer de la médication à laquelle on doit porter vraiment des précautions particulières. Donc, il faut être minutieux. Il faut avoir aussi l'esprit de comment je pourrais dire... les mots manquent. En fait, c'est des réflexes chimiques. Oui, ben, des réflexes aseptiques entre autres, des réflexes. Oui, ben en fait. Si on pense voir une erreur ou quelque chose que l'on a fait soi-même ou quelqu'un d'autre le fait, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. C'est ça. Je devrais dire parce que, bon, l'être humain n'est pas un être infaillible, donc il faut un peu constamment se remettre en doute, en fait. Là. Faut, parce que si on est sûr à 100% de ce qu'on fait, parfois, ça peut devenir dangereux parce qu'on peut faire des choses par réflexe puis être moins peut-être consciencieux dans ce qu'on fait. Donc, toujours porter un doute, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Puis, on se double vérifie, triple vérifie. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup ici, là, justement. Moi, je prépare quelque chose, ma collègue va vérifier et quelqu'un d'autre va vérifier par-dessus ou encore même un pharmacien va venir vérifier aussi pour être sûr justement là, qu'on a presque une quadruple vérification là, avant que le médicament parte pour que le patient reçoive véritablement la bonne chose. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Bravo. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Qu'y a-t-il après Pâques? L'abbé Serge Tidjani nous éclaire sur la période pascale qui dure 50 jours. C'est un temps pour célébrer et se remplir d'Alléluia. Bien que le carême soit terminé, le travail intérieur continue. Tout comme le printemps voit renaître la nature, c'est à notre tour de renaître avec les graines semées durant le carême. Écoutons ce que l'abbé Serge a à nous dire sur cette période pascale. Comment vas-tu, Serge? Très bien. Oui. Et toi aussi, Marc, comment ça va? Très, très bien, merci. As-tu passé un bon temps, semaine sainte, Pâques? Comment ça a bien été? Ah oui, j'ai vécu un moment merveilleux depuis le dimanche des Rameaux que moi j'ai eu la chance de célébrer parce que si vous vous rappelez, une bonne partie de la Gaspésie était sous tempête de neige ce jour-là. Mais moi, j'ai pu célébrer avec une communauté et porter les autres communautés qui ne pouvaient pas. La semaine sainte, le jour de Pâques, c'était vraiment priant, profond et heureux. Ah, ben, tant mieux. Parce que, tu sais, on est très familier, on va dire, par ces 40 jours de carême. La semaine sainte, ça dépend où on est un peu dans le monde. Des fois, ça se pratique beaucoup plus qu'ailleurs. Et bien sûr, le temps de Pâques, mais il y a ces fameux 50 jours du temps pascal. On est comme un peu moins, j'allais dire pas qu'on est moins habitué, mais c'est comme un peu moins populaire dans les échos qu'on a. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus de ce temps pascal et c'est quoi ces 50 jours? Alors justement, commençons, j'allais dire tout en rien, pas une bonne nouvelle. Le temps pascal est plus long que le temps du carême. Autrement dit, le temps pour laisser exploser la joie de Pâques est plus long que le temps de pénitence qu'on a connu. C'est quand même une bonne nouvelle. Bon, ça c'est dit en rien. Mais le temps pascal, c'est un temps dont on ne parle pas beaucoup. Puis j'ai été heureux qu'on puisse vivre une émission en parlant de ce temps. On parle beaucoup du temps qui a précédé le jour de Pâques.
les 40 jours du carême, on en parle beaucoup. Mais quand on a fini de célébrer Pâques, le jour de Pâques, on ne fait plus beaucoup attention que Pâques continue. Alors, c'est ça qui nous donne l'occasion aujourd'hui de parler du temps pascal, qui est un temps qui dure 50 jours, qui part du jour même de Pâques au jour de la Pentecôte, qui fait un total de 8 dimanches, ou si on veut, de 7 semaines. Alors, ce temps-là, c'est un temps où on continue de vivre la joie, le mystère de Pâques, de continuer à célébrer Pâques. D'ailleurs, il faut se rendre compte que nous ne parlons pas, quand on parle des dimanches, de ces 8 dimanches-là, on ne dit pas des dimanches après Pâques. On va les appeler des dimanches de Pâques. Ok, le deuxième dimanche de Pâques, le troisième dimanche de Pâques. On ne dira pas le quatrième dimanche après Pâques, mais de Pâques, parce que justement, c'est Pâques qui continue de s'étendre, de se développer à travers les 50 jours qu'on vit jusqu'à la Pentecôte. La Pentecôte étant le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et c'est ce moment qui vient boucler le temps pascal. D'accord. Puis je sais que durant ce temps-là, on passe au travers de l'ascension aussi. Est-ce que tu pourrais nous rappeler c'est quoi ce terme-là? Justement, l'ascension dont tu parles, Marc, et ça dépend des pays. Strictement parlant, l'ascension, comme nous le raconte l'évangile de Luc, dès le premier chapitre, c'est le 40e jour après Pâques, où l'évangile, comme la première lecture de ce jour de l'ascension, donc les actes des apôtres, va nous dire Jésus est monté au ciel devant ses disciples. Donc, ce 40e jour-là, dans un calendrier ordinaire, il va tomber à un jeudi. Le jeudi durant la 6e semaine de Pâques. Mais dans certains pays, comme le nôtre, comme ce n'est pas un jour de congé ce jeudi, nous, on va le reporter au dimanche. Ce qui fait que dans des pays comme le Canada, au Québec et dans certains pays, l'ascension va venir remplacer le 7e dimanche de Pâques, le dimanche avant Pentecôte, alors que dans d'autres pays, ils vont vraiment, comme en France, comme dans mon pays d'origine, le Bénin, ils vont garder le jeudi qui va être un jour de congé et où les fidèles vont célébrer comme si c'était un dimanche. Donc, on a Pentecôte qui boucle, on a l'ascension qui vient 10 jours avant la fin de la boucle. Voilà. C'est pour ça que Jésus n'était pas là pendant la Pentecôte avec les apôtres, quoi. Non, justement, la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres pour qu'eux ils puissent continuer la mission de Jésus. Alors qu'à l'ascension, Jésus s'en va. Donc, il y a comme un 9 jours vide où les apôtres étaient en attente, comme Jésus même le a dit, de la force qui allait venir d'en haut pour les dynamiser, les lancer. Et c'est cet événement qu'ils vont vivre le jour de la Pentecôte. Et après ça, l'Église s'éclate, entre dans le monde en mode expansion. D'accord, donc ça veut dire que c'est comme un peu, on prend le relais, c'est à nous de faire le travail, parce que souvent on entend dire que possiblement Jésus va revenir ou qu'il y aurait quelque chose comme ça. Comment toi tu le vois ça? Oui, d'ailleurs, dans la lecture de l'ascension, l'ange va dire au Jésus, ce Jésus que vous avez, aux apôtres, excusez-moi, ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Et Jésus, déjà dans les derniers chapitres des évangiles, a beaucoup parlé de son retour. Qu'on prenne Matthieu 24, 25, qu'on prenne l'évangile de Luc ou de Marc. Il a beaucoup parlé de son retour, qu'il va revenir. Et dans notre profession de foi, de chrétiens catholiques, nous allons dire dans notre profession de foi, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc, nous, on vit toujours dans l'espérance du retour de Jésus, de ce Jésus physique qui était avec les apôtres. Nous vivons toujours dans cette espérance-là. Mais en attendant, c'est à nous de continuer la mission de Jésus dans notre monde aujourd'hui. Et c'est cela que l'ascension et Pentecôte nous met en mouvement.
Alors, durant le temps justement de carême, on est assez outillé, on sait un peu on a des choses à faire que d'habitude on fait pas, tout ça. Est-ce que durant ce temps des 50 jours pascal, bon, qu'on est plus dans la célébration, comme tu dis, dans un plus long terme, est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'on peut se permettre, ou bien tout simplement un travail sur soi? Comment ça fonctionne? Moi, je demande souvent aux gens, et d'ailleurs les gens sont très observateurs lorsqu'ils viennent aux célébrations, de regarder quelques petits détails, ce que j'appelle des indices ou des particularités ou des éléments qu'ils vont retrouver durant ce temps pascal, cette période de Pâques, mais qu'ils ne vont pas voir le reste de l'année. Bon, un élément simple pour commencer, c'est déjà le vêtement liturgique et la couleur liturgique. Tout est en blanc, comme le jour de Pâques. Le blanc étant le rayonnement, la vie, la résurrection. Tout est en blanc. Donc, les habits liturgiques du prêtre, la décoration de l'autel, tout est fleuri, tout est beau. On met plein de fleurs, d'ailleurs c'est le printemps, on met les fleurs qui arrivent, plus réelles qu'artificielles. Donc, et puis, c'est beau, cette beauté-là. Il y a aussi des gestes liturgiques qu'on va voir. Durant les célébrations de cette dimanche de Pâques-là, au lieu de faire la prière du « Je confesse à Dieu Tout-Puissant » par exemple, ou du « Seigneur, prends pitié » là, on va faire l'aspersion, comme on avait fait la nuit de Pâques, pour rappeler aux gens leur baptême. Et on va même chanter le chant « J'ai vu l'eau vive ». Donc, voyez-vous, des éléments comme ça. Un élément qui est habituel, mais qu'on avait rangé pendant le carême, c'est le mot « Alléluia », qu'on ne prononce pas du tout pendant le carême. Mais quand on arrive dans le temps pascal, j'allais dire on en abuse. On le met partout, on chante Alléluia, on en met tous les chants de cette période-là, toutes les prières, tous les répons. Même qu'on dit, si à la messe, vous ne savez plus quel chant chanter, chantez des Alléluia comme répond. Donc, j'allais dire, je remplis ce gavage liturgique d'Alléluia pour dire, c'est vraiment un moment de joie. Donc, de petits détails comme ça. On peut voir aussi les gens qui sont habitués à réciter l'Angélus. Parce que parfois, je traverse certains villages et je vois qu'on sonne encore l'Angélus, ou bien sur certains médias, les gens récitent encore. Pendant la période de Pâques, ce n'est pas l'Angélus qu'on va réciter. On va réciter le Regina Coeli, qu'on appelle Reine du ciel, réjouis-toi. Donc, on chante même cette formule-là. Et un élément très beau, c'est le siège pascal. Cette grosse bougie qu'on a allumée la nuit de Pâques, on va le laisser allumer durant toutes les célébrations jusqu'à l'ascension, normalement. Il y en a qui vont l'éteindre seulement à Pentecôte. Donc, voilà quelques éléments, symboles qu'on va retrouver durant la période pascale, durant ces 50 jours-là, pour nous montrer aussi ce qu'on célèbre. Et alors maintenant, nous, en tant qu'individus, parce que tu sais, il y avait cette phrase qui dit que Pâques, c'est comme un printemps. Je comprends qu'il y avait l'idée de la période de carême où on faisait beaucoup un travail sur soi, il y avait cette mort, après pour la résurrection. Est-ce que pour nous, durant ce temps, ce serait juste de dire qu'on peut profiter de planter les bonnes graines pour justement être peut-être dans une renaissance aussi? D'abord, ce n'est un secret pour personne. Pâques, c'est toujours durant le temps du printemps. Puisque d'ailleurs, la date de Pâques se choisit avec l'équinoxe du printemps et la pleine lune, tout ça. Bon, ça c'est un autre débat. Mais Pâques, c'est toujours durant le printemps. Et Pâques, pour nous chrétiens déjà, c'est un renouveau, la renaissance en Jésus. Et le printemps, il n'y a pas meilleur temps quand on vit par exemple en Amérique du Nord ici, ou dans les pays occidentaux où on connaît ce que c'est que l'hiver. Il n'y a pas meilleur temps pour reconnaître une renaissance si ce n'est le printemps. Alors, Pâques, c'est ce moment-là où la création elle-même est remplie de vie et éclate, j'allais dire irrésistiblement. On voit que la vie renaît
dans les feuilles qui recommencent dans les fleurs, dans la beauté, dans le chant des oiseaux, de ces oiseaux qui reviennent. Quand on le voit ici, c'est vraiment magnifique. Les otades qui reviennent. Donc, une certaine vie. Puis, même nous, même humains physiquement, là, quand on arrive au printemps, quand on a traversé un vrai hiver canadien, et que le printemps arrive et qu'on commence à enlever nos manteaux un à un, que le soleil commence à... On voit une vie. Alors, ce moment que nous vivons au printemps est aussi le symbole de notre renaissance en Jésus, en Dieu. Et donc, Pâques, en ce moment, devient notre printemps de Dieu, notre printemps, un printemps que Dieu nous donne aussi pour revivre. Et ce que la nature vit durant le printemps, nous aussi, on peut faire ça de façon allégorique, de façon comparative avec Jésus. La nature prend le soleil chaud du printemps pour que les éléments puissent éclore. La nature prend l'eau du printemps. La nature prend tout ce que la terre lui donne. Donc, nous aussi, on peut se dire, là, je veux prendre le feu de l'Esprit Saint, le feu de Pentecôte. Je veux prendre l'eau du baptême, donc tout ça qui donne la vie, et je vais vivre un printemps de Pâques, ou mon temps de Pâques comme un printemps dans ma vie. Alors, ça permet de briser même toutes nos routines et de porter plus attention à la beauté de la vie que nous avons pour nous et de la vie que nous contemplons autour de nous. Et en cela, Pâques peut m'interpeller, moi, comme chrétien, peut interpeller toute personne qui a ce désir de renaissance. Parce que ce serait juste de dire, j'ai cette image un peu de faire le pont entre ce qu'on a travaillé durant le temps de carême et puis comme si on n'arrêtait pas forcément après Pâques, puis qu'on est dans une continuité d'un travail. C'est ça. Tu as bien raison, Marc. Pâques est la suite de ce que nous avons vécu. L'hiver est venu, le printemps a suivi. Le carême est venu, le jour de Pâques a pointé et nous continuons notre chemin. Donc, il faut pas vivre notre vie, nos propres vies, nos 4 saisons, on ne les vit pas, je dirais, on ne les vit pas en pièces détachées. Tu peux pas vivre une vie, dire, ça y est, j'ai fini l'hiver, là, je passe au printemps, c'est fini. Non. Tu ne peux pas oublier ce que tu viens de vivre, tu ne peux pas oublier de faire le pont. D'ailleurs, comme je le dis souvent, tu devras même faire un ménage de printemps. Tu devras déjà penser peut-être à l'hiver prochain. C'est déprimant de le dire. Donc, dans notre vie de chrétien aussi, j'ai vécu un moment de carême. Je me suis enrichi dans ma foi, dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, avec le prochain et avec moi-même. Je me suis enrichi avec le temps du carême. Et bien que cette richesse que j'ai reçue devienne aussi signe de vie, source de vie durant la période de Pâques. Donc, il ne faut pas couper carême et dire carême, il est fini. Pâques, il commence. Non. Les deux vont et se suivent. Intéressant. Est-ce que durant les messes, il y a, au niveau des lectures, est-ce qu'il y a quelque chose qui change en particulier durant ce temps pascal? Oui. Oh, merci de parler de lecture. Et les gens vont aussi faire cette observation. On peut regarder les lectures en parlant en semaine comme en parlant en dimanche. Mais première chose qu'on va constater durant la période de Pâques, c'est que la première lecture qu'on va lire à nos messes, que ce soit le dimanche ou en semaine, c'est toujours un extrait du livre des Actes des Apôtres. C'est-à-dire, pour faire simple, le livre qui dit comment la première communauté, après la résurrection de Jésus, s'est organisée. C'est comme l'église primitive, la première église, comment elle s'est prise en main, comment elle a évolué dès que le Christ lui a dit « Allez dans le monde entier et que l'Esprit Saint est descendu ». Donc, c'est ce témoignage-là. C'est comme si nous relisons, nous revivons l'histoire de nos ancêtres dans la foi chrétienne, dans la foi au ressuscité, où les Actes des Apôtres, en suivant le cheminement, que ce soit en semaine ou de dimanche, les Actes des Apôtres vont nous montrer d'abord les disciples qui se rassemblent, Jésus qui s'en va,
l'Esprit Saint qui descend sur eux, et d'abord, ils sont à Jérusalem à témoigner. Ensuite, ils sortent de Jérusalem, ils vont dans la Judée, ils avancent dans la Samarie, donc toute la Palestine, et après, ils sortent de la Palestine parce que Jésus leur a dit, allez dans le monde entier, et ils s'en vont dans le monde entier. Donc, cette histoire-là, nous la revivons en nous disant, nous aujourd'hui, Église d'aujourd'hui, cet héritage, comment nous l'apprenons pour bâtir notre Église. Parce que ce n'est pas juste une lecture pour se cultiver, c'est une lecture pour continuer la route que les témoins nous ont tracée. Donc ça, c'est important. Actes des apôtres, formidable. C'est vraiment le seul moment où on le lit tout le temps, où on le lit quasiment intégralement. L'élément qui va s'ajouter, c'est que d'un dimanche à l'autre, il y a quand même une logique, une suite. Presque toujours, le deuxième dimanche de Pâques, c'est toujours l'évangile de Thomas. Thomas qui ne veut pas croire, toujours. Et ce dimanche, on l'appelle le dimanche de la miséricorde divine. Parce que ce dimanche-là, l'évangile que nous lisons, Jésus donne le pouvoir à son Église de pardonner les péchés. Le troisième dimanche de Pâques, c'est toujours un récit d'apparition de Jésus. Les disciples qui sont sur la route d'Emmaüs, ou une histoire où Jésus apparaît. Puis le quatrième dimanche est aussi tout classique. Depuis une soixantaine d'années, c'est le dimanche des vocations, où on réfléchit à toutes les vocations qu'un chrétien peut avoir dans l'Église et dans le monde. Et c'est le dimanche du bon berger. Ce dimanche-là, c'est presque toujours le chapitre 10 de l'évangile de Jean qu'on lit, les 3 années. Le 5e et le 6e dimanche, c'est des discours de Jésus qui donne comme son testament ou qui parle à ses disciples ou à son Père avant de repartir vers le ciel. Alors, vous voyez comment il y a comme, pour qu'on continue, et dans notre cas à nous, il n'y a pas de 7e dimanche de Pâques, il y a le dimanche de l'Ascension, comme on a dit tout à l'heure, et là, on vit l'Ascension, et le dimanche suivant. Donc, il y a une progression pour nous aider. La période de Pâques est aussi une période de croissance où on avance. Et au milieu de tout ça, c'est toujours de se dire, voilà l'héritage de foi que j'ai reçu. Comment je le rends présent dans ma vie et comment je le transmets à la génération suivante. Merci beaucoup, Serge, pour ces éclaircissements. On te souhaite un bon temps pascal. Alors, bonne période pascale. Vous allez voir, selon les diocèses, c'est aussi une période très florissante. Il y a beaucoup de baptêmes. Quand on va approcher de mi-mai, quand on va approcher de Pentecôte, dans plusieurs paroisses, dans plusieurs diocèses, c'est la période des confirmations. Ça, vous voyez, et souvent, la fin de l'année scolaire arrivant, ça va être souvent aussi la période des communions. Donc, c'est une période très riche. Puis après, bon, nous, Pentecôte cette année, c'est le 19 mai, si je ne m'abuse. Donc, rendu à Pentecôte, là, on a fini le temps de Pâques, le temps pascal, et on va reprendre un autre rythme. Un rythme qui va nous conduire en été, ou au rythme des saisons, on va vivre d'autres événements aussi. Alors, je nous souhaite de vivre un bon temps pascal, d'en faire un temps de renaissance pour nous, un temps de vie, un temps de renouveau pour les gens que nous allons rencontrer, et que la joie qu'on voit éclater dans la nature soit aussi une joie que nous voyons éclater dans notre vie, parce que désormais nous sommes conscients que nous sommes destinés à la vie et non plus à la mort. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route,
Mongefort de Grande-Rivière est là pour vous. Le jeune barreau de Montréal lance sa 42e clinique juridique téléphonique le 20 et 21 avril, offrant des conseils gratuits au public par des avocats et notaires. Maître Marie Flambard, vice-présidente, nous explique cette initiative et son importance pour l'accès à la justice au Québec. La clinique juridique téléphonique a été créée il y a 30 ans par le jeune barreau de Montréal en partenariat avec le barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique. Et en fait, on la tient 2 fois par an. Une fois au printemps, une fois à l'automne, et pendant un week-end complet, donc là, c'est ce week-end, le 20 et 21, de 9h à 4h, il va y avoir des juristes, donc soit des notaires, soit des avocates et des avocats, qui vont répondre gratuitement aux questions des citoyens par téléphone. Alors, comment ça fonctionne exactement cette clinique? Si vous pouvez nous détailler un peu le processus que suit un appelant, on va dire, par exemple, pour obtenir des conseils juridiques gratuits. Ben d'abord, donc il y a le numéro de téléphone gratuit que les gens peuvent utiliser et donc vous êtes reçu par quelqu'un qui va d'abord vous poser des questions générales, à savoir dans quel domaine de droit est-ce que vous avez besoin d'avoir des conseils, et à la suite de ça, ben vous serez transféré à une ligne où il se peut qu'il y ait de l'attente. Là, on a à peu près 2000 appels par édition, mais il faut pas abandonner. Là. Il y a absolument quelqu'un qui va vous répondre au courant du week-end, et donc vous êtes transféré à un avocat ou une avocate ou un notaire pour répondre à vos questions. Est-ce que ce sont toutes les spécialités juridiques qui sont couvertes par la clinique? Oui, absolument. Nous avons des bénévoles qui sont, en fait, qui pratiquent dans chacun des domaines de droit. Donc, que ça soit en matière familiale, que ce soit une question de garde d'enfants, de pension alimentaire, en droit du logement aussi, il y a un besoin criant là actuellement, que ça soit en droit du travail, même en droit criminel. Quelle que soit votre question, il va y avoir quelqu'un pour répondre, pour y répondre. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un processus que vous mettez en place qui peut servir un peu comme de tremplin? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas forcément aller au bout de tous les cas. Non, c'est ça. Effectivement, on a à peu près une quinzaine de minutes par personne pour pouvoir répondre au plus grand nombre de personnes possible. Et effectivement, oui, c'est un bon terme que d'utiliser le terme tremplin, parce que souvent, on va aiguiller les gens, on va pouvoir les référer à des ressources aussi, on va pouvoir parler d'accessibilité à l'aide juridique, par exemple. Donc, ça peut être une question bien simple à laquelle on peut répondre à l'intérieur de 15 minutes, mais ça peut être aussi le début là, d'un processus pour quelqu'un. Et donc, oui, on peut effectivement l'aiguiller et puis l'orienter sur la suite des choses. Combien est-ce qu'il y a d'avocats ou de notaires qui participent à cette initiative? Est-ce que c'est du bénévolat que vous faites? Oui, c'est absolument, oui, c'est du bénévolat. C'est des gens de la communauté juridique de Montréal et de Québec. Il y a aussi des avocats à Québec et à Laval qui prennent le temps de répondre. Et je vous dirais, j'ai pas les chiffres totaux. On est encore en recrutement de bénévoles, mais il y a à peu près, si je me trompe pas, une cinquantaine d'avocats là, à chaque édition tout au long du week-end qui sont disponibles. Et là, ce que je comprends, c'est que vous parliez tantôt d'à peu près 2000 personnes qui pourraient appeler durant la fin de semaine. Ça veut dire qu'il y a un besoin, en fait, quand même, qui est assez important au Québec. Oui, absolument. À chaque édition, là, puis c'est pas rare que, par exemple, si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde à l'intérieur du week-end, il y a quelqu'un qui s'engage à rappeler cette personne-là au cours de la semaine qui suit. Oui, il y a un besoin criant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la clinique juridique a été créée. C'est pour contribuer. Bien, c'est une des missions là, du Jeune Barreau de Montréal, là, c'est de favoriser l'accès à la justice et donc de permettre à des gens de prendre le téléphone puis de poser une question. Puis souvent, je vous dirais, parce que c'est pas rien quand on a un problème personnel là, de se dire bon, je parle à un avocat, c'est très formel, ça peut être gros. Donc de cette manière-là, de prendre le téléphone dans le confort de son foyer, puis de commencer à avoir une idée de ce qui peut se passer par la suite, on pense que c'est effectivement nécessaire, puis il y a un besoin. Oui, absolument. D'accord. Ben, que les gens bon, admettons pour les gens qui nous écoutent et qui feraient le premier pas ou qui oseraient peut-être pas encore. J'imagine qu'il y a une forme quand même, il y a une forme de confidentialité dans ce dossier. Absolument. Absolument. On ne prend pas en note le nom des gens, à moins qu'on ait besoin de les rappeler. Donc, il n'y a pas d'identification. Donc, oui, effectivement, il y a une espèce peut-être de confidentialité ou même d'anonymat là, qui peut être intéressant, oui, effectivement. D'accord. Et pour terminer, par rapport à
d'où vient ce projet-là, puis vers où il s'en va pour l'avenir. Je sais qu'avec les 30 années, vous avez parlé d'expérience que vous avez là. Est-ce que c'est un service où il y a eu, qui va encore être, qui va avoir une tendance à évoluer ou à s'adapter? Mais, en fait, notre objectif, c'est vraiment de répondre au plus grand nombre d'appels possibles à chaque édition. On a effectivement étendu les partenariats à plusieurs autres jeunes barreaux. Donc, je vous mentionnais Québec plus tôt, je vous mentionnais Laval. Et aussi, puis ça, c'est peut-être cocasse, là, on a en fait un partenariat avec le jeune barreau de Bruxelles. Et je sais que leur clinique juridique a été tenue le week-end dernier pour eux, donc pour rendre le même genre de service. Donc, on essaye de répandre la bonne idée qui est cette clinique juridique et on essaie simplement de répondre au plus grand nombre d'appels possibles. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir, et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé. Face à une saison de pêche particulièrement difficile, Claudio Bernacci, directeur général de l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, soulève l'urgence d'un soutien gouvernemental. Avec des captures dramatiquement basses et une situation économique précaire, les pêcheurs appellent à un programme de rachat de permis et un fonds d'urgence fédéral. Les difficultés de dialogue avec le gouvernement fédéral amplifient la crise, mettant en péril l'avenir des pêcheurs dans des conditions actuelles insoutenables. Nous en discutons avec Claudio Bernacci. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que depuis 2020, il y a 5 espèces dans toutes les ressources halieutiques du Saint-Laurent qui ont été mises en situation de moratoire. Tu sais, en 2020, on nous avait annoncé un moratoire dans le crabe des neiges de la zone 12B, qui est au sud de l'île d'Anticosti. Le printemps suivant, en 2021, on nous a annoncé un moratoire sur le hareng de printemps et le maquereau. Ensuite, en 2022, on avait annoncé des moratoires sur l'aliment à queue jaune et la plie rouge. Puis finalement, l'an passé, en 2023, on a réalisé qu'il y avait presque plus de turbo à pêcher, avec des taux de capture de 7,8 % et que le déclin dans la crevette s'était accentué avec des taux de capture de 40 %. Donc, cette année, on entreprend une saison de pêche avec des gens qui n'ont tout simplement pas suffisamment de ressources à pêcher pour faire leurs frais. Et ça contribue à créer la situation qu'on commence à qualifier de catastrophique dans le milieu, parce que de plus en plus de bateaux vont rester sur les blocs, et c'est le cas présentement. Et d'autres qui sont incertains pour le moment pourront peut-être mettre à l'eau. Et c'est surtout pour l'an prochain où, s'il devait y avoir encore un déclin au niveau du crabe des neiges dans la zone 12, ben ça va faire en sorte que des crabiers non traditionnels dans cette zone-là vont voir leur revenu diminuer à un point tel que ils vont être dans une situation de se demander s'ils continuent à exercer ce métier-là pour certains, là. Donc, c'est préoccupant, la situation actuellement, parce que je regarde là, à travers ma fenêtre et je vois des bateaux qui définitivement n'iront pas à l'eau ce printemps. Je vois un peu d'activité sur le quai de Rivière-au-Nord parce que là, il y a des débarquements au niveau du crabe des neiges. Mais quand la saison du crabe des neiges va être terminée, et ça va venir quand même assez rapidement, ben on va retrouver un quai qui est supposément situé dans la capitale des pêches du Québec, qui va être déserté, qui va être extrêmement tranquille, comme on avait commencé à le voir l'été dernier. Et qu'en est-il de cette idée que il n'y a pas si longtemps, on avait l'impression que le Sébaste allait sauver la situation?
on en est rendu où avec cette histoire-là? Ben, la situation du Sébastien est complexe et simple à la fois. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ressources de Sébastien dans le Saint-Laurent. Assez pour faire vivre plusieurs entreprises de pêche côtière, pour faire vivre des travailleurs d'usines dans plusieurs usines du Québec maritime. Mais malheureusement, le gouvernement fédéral, en 2018, alors qu'il prévoyait déjà réouvrir graduellement la pêche au Sébastien, a choisi de ne pas le faire pour différentes raisons. Et ça fait en sorte que le Sébastien, même si certaines personnes aimeraient dire que ça n'a pas eu d'impact sur la crevette, ben ça a eu un impact clair, avec une consommation annuelle frôlant les 200 000 tonnes. A eu un impact aussi fort probablement au niveau du turbo, parce que ces trois espèces-là se retrouvent assez régulièrement dans les mêmes endroits. Donc la crevette, le turbo, le Sébastien. Alors, quand tu as une espèce comme le Sébastien qui est présente en aussi grande quantité, ben, elle a un impact sur son environnement, sur les autres espèces, en diminuant, par exemple, la quantité de nourriture disponible pour tout le monde. Puis la nourriture disponible, ça peut être la crevette, évidemment, mais ça peut être d'autres choses aussi, des petits poissons ou peu importe. Donc, l'impact qui était prédit par les scientifiques du MPO depuis 2016 et qui a été validé et corroboré à tous les 2 ans, 2018, 2020. Même le dernier avis scientifique est sorti l'été dernier, en 2023, a clairement démontré l'évolution de la situation et à chaque fois mettait en garde le MPO face à l'impact écologique important qu'aurait le Sébastien sur son environnement. Et malgré tous ces avis scientifiques-là, le MPO, le gouvernement du Canada, a choisi de faire la sourde oreille à ses propres scientifiques et a attendu en janvier 2024 pour annoncer une ouverture graduelle d'une pêche commerciale au Sébastien dans un contexte d'urgence où tu as des flottilles plus précisément celles des crevettiers et des turbotiers, qui sont déjà trop impactés et qu'on se demande jusqu'à quel point il n'est pas trop tard pour renverser la tendance. Donc, c'est des gens qui, tant sur les bateaux que pour certains travailleurs d'usine, parce qu'on l'a vu l'été passé ici avec une usine en particulier qui peinait à faire travailler ces gens parce que le turbo n'était tout simplement pas présent. Ben c'est toutes des personnes qui voient leur gagne-pain à risque ou sinon qui doivent prendre la décision de tout simplement délaisser l'industrie des pêches, que ce soit en mer ou sur terre, et de se tourner vers une autre source de revenus pour répondre à leurs besoins. Parce que quand on entend que ce qui est préconisé, c'est la nécessité d'un programme de rachat, par exemple, des permis ou d'un fonds d'urgence aussi, mais surtout par rapport au rachat de permis, ça veut dire en gros que c'est quand même un peu, on vend notre permis, mais c'est pour pas y revenir, dans le fond. J'entends que la situation est rendue là, quoi. Exactement, parce qu'il y a dans certaines pêcheries, surtout lorsque tu es mono-espèce, c'est-à-dire que tu as juste une espèce à pêcher, dans le cas de certains crevettiers, parce qu'il ne reste plus de quotas suffisants à pêcher, ben ils ne peuvent pas espérer vivre de ça. Donc, le choix qu'ils ont, c'est de laisser le bateau sur les blocs, ou peut-être espérer sortir de l'industrie tout simplement par un processus de rachat de permis. Et ça, là-dessus, le gouvernement libéral du Canada devra finir par avouer que la façon dont ils ont géré la situation dans les pêches dans les dernières années est la cause directe de ce qu'on observe présentement. Puis c'est plate d'en arriver à dire ça, mais à quelque part, c'est ça. Tu sais, si on n'avait pas d'éléments d'information ou de données nous permettant d'affirmer ce que je dis présentement, mais j'en parlerai pas. Tu sais, je me fie tout simplement à tout ce qui est sorti de la part des sciences depuis 2016, comme je disais tantôt, et il était clair qu'il fallait agir. Donc là, on l'a pas fait.
Le gouvernement du Canada ne l'a pas fait. Donc, maintenant, pour essayer d'atténuer les impacts sur certaines communautés côtières, bien, il est clair qu'il y a des mesures qui doivent être prises pour essayer de corriger la négligence dont ils ont fait preuve au niveau de la gestion dans les pêches. Est-ce que si on peut l'appeler comme ça, cette crise, c'est comme un creux qui va... Des fois, on traverse une crise, puis on revient à quelque chose. Est-ce que toi, comment tu vois l'avenir ou la perspective à long terme pour la pêche en général, on va dire, dans notre secteur? Il est difficile de prévoir le futur présentement parce que de façon claire, il ne ressemblera pas à ce que c'était il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans ou avant. On fait face à des enjeux, des défis au niveau de la gestion des pêches, et j'en parlais juste avant, de part du ministère de Pêche et Océans Canada. Mais aussi, il y a quand même certains facteurs environnementaux qui viennent brouiller les cartes pour certaines espèces, nommément dans le cas du crabe des neiges, dont je parlais aussi auparavant. Alors, de quoi aura l'air l'industrie des pêches dans juste 5 ans? Je crois qu'on devra commencer par faire le deuil de ce qu'elle était, parce que ça a toujours été une industrie basée sur le volume, avec des grandes quantités pêchées, grandes quantités transformées et grandes quantités exportées à l'extérieur aussi. Donc, ça a été le même modèle à peu de choses près qu'on voyait il y a 500 ans lorsque les premiers Européens sont arrivés sur nos berges et ont pêché autant qu'ils pouvaient avec les moyens du temps pour exporter la très, très grande majorité de leurs prises vers l'Europe. Donc, le modèle doit changer. Le modèle doit probablement s'inspirer de ce qu'on a vu ailleurs aussi, où des gens ont eu à vivre ce qu'on a commencé à vivre ici, avec des déclins marqués dans plusieurs ressources, et ont dû apprendre à moins pêcher, moins transformer, mais être capable quand même d'en soutirer un revenu et d'en faire un gagne-pain. Alors, comment on va s'y prendre? Je ne sais pas encore, mais il est sûr que nos réflexions doivent aller vers ça. Nos réflexions doivent être empreintes d'innovation à travers ce qu'on fait, d'être à la recherche d'espèces qu'on va commencer à exploiter à petit volume, créer des marchés de niche probablement, en faire profiter plus les populations canadiennes et en ayant probablement moins de pêcheurs qu'on en avait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Parce que présentement, le Saint-Laurent ne peut plus supporter autant de pêcheurs. Est-ce que cette idée du fonds d'urgence pourrait aider à passer au travers de cette année peut-être qui est plus difficile pour avoir une possibilité de se revirer de bord vers une autre direction, un peu comme tu la nommes en ce moment? Le fonds d'urgence, tu sais, c'est sorti dans les médias. On n'en a pas parlé beaucoup à l'interne, je te dirais. On aimerait plus miser sur des mesures qui soient porteuses dans le temps, qui permettraient de restructurer l'industrie, entre autres en permettant la rationalisation de certaines flottilles. Est-ce que le fonds d'urgence viendrait aider à faire patienter les banquiers, les institutions financières qui supportent des prêts quand même importants chez plusieurs pêcheurs? Si ça fait partie du panier de solutions pour le long terme, oui, pourquoi pas. Mais il faut vraiment avoir une réflexion qui soit plus longue. Et présentement, ce qui est malheureux, c'est que malgré les perches qu'on a pu tendre au niveau du gouvernement canadien, il est difficile d'avoir le suivi qui permettrait de pousser plus loin les réflexions et de vraiment se positionner pour aider à restructurer l'industrie et faire en sorte qu'on puisse continuer d'avoir des opérations de pêche, de transformation et de valorisation et de commercialisation avec des nouvelles espèces, avec moins de volume, comme je disais tantôt, mais il y a
il y a une réflexion à y avoir. Puis présentement, il y a des belles idées qui sont lancées, mais je pense qu'on aura besoin, à très court terme, de trouver du temps pour s'asseoir tout le monde, puis de cogiter là-dessus, puis d'arrêter de repousser des décisions qui doivent être prises lorsqu'il faut avoir le courage de les prendre. J'avais une question sur l'ambiance et le moral dans les troupes, entre guillemets, pour dire, toi qui côtoie quand même beaucoup les pêcheurs, j'imagine que c'est pas l'ambiance qui est au plus haut, mais quand même, est-ce que tu sens du positivisme ou est-ce qu'il y a quelque chose ça se discute entre vous? Comment c'est quoi l'ambiance? Ben, il y a évidemment, la situation génère beaucoup d'anxiété, là. On ne se cachera pas qu'il y a des gens qui dorment moins bien. Puis tu sais, à travers tout ça, les pêcheurs ont la réputation dans le milieu d'être des gens à l'aise, pour certains des gens fortunés. Puis il est vrai, puis c'est tant mieux qu'il y en ait qui ont réussi dans ce domaine-là, puis qui ont des belles retraites. Mais il ne faut jamais oublier que ces gens-là sont à la base des investisseurs dans les entreprises de pêche et que lorsque ça va moins bien ou que ça va mal, ben c'est des gens qui sont à risque de perdre beaucoup. Alors, il y a ça qui est très, très anxiogène. En même temps, je vois beaucoup je vois un peu de résilience aussi chez certains, parce qu'il y en a qui se voient pas faire autre chose, puis ils veulent continuer, puis ils veulent y croire. Mais force est de constater qu'on observe clairement là, un ralentissement au niveau de l'économie rattachée au monde des pêches. Et même chez les entreprises qui sont en service auprès des entreprises, auprès des pêcheurs, eux aussi voient la diminution. Puis même dans l'ensemble des commerces là, dans Rivière-Nord ou même jusqu'à Gaspé, là, on observe là, une diminution de l'économie parce que les gens soit ont moins de moyens financiers pour continuer à avoir un impact dans leur milieu, ou sinon, pour certains, commencent à vouloir faire plus attention, voyant ce qui se passe depuis quelques années. Oui, ça est vraiment une boule de neige, là. Ben oui, c'est ça, ça fait boule de neige, c'est sûr. Mais à travers tout ça, tu sais, je veux dire qu'on a la chance quand même d'avoir des partenaires dans le milieu avec des bailleurs de fonds de différents ministères qui veulent prévoir une après-crise, qui veulent aider le milieu à se prendre en main, puis à entrevoir un futur qui va être, comme je disais tantôt, différent de ce qu'il était, mais il y aura quand même un futur là dans tout ça ici, mais on a beaucoup de pain sur la planche. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La finale locale du concours Prise de parole à la polyvalente Monseigneur-Sévigné de Chandler, tenue le 16 avril dernier, a permis de faire briller 5 candidats par leur éloquence, leur conviction et leur capacité à captiver l'auditoire sur des sujets variés, allant de l'intelligence artificielle à la protection de l'enfance, en passant par la défense de la langue française. Nous avons rencontré Tony Langlois, organisateur local du concours et enseignant, afin d'avoir ses impressions sur cette nouvelle cohorte. Pouvez-vous me rappeler l'objectif derrière le concours Prise de parole? Bien, je pense que c'est de permettre à des jeunes de 4e, 5e secondaire de s'exprimer sur un sujet d'actualité locale, nationale, internationale, leur permettre vraiment de faire face à un auditoire qui, bon, en tout cas, comme on le fait ici à Chandler, vraiment composé de leurs pairs.
Alors, c'est quand même quelque chose d'assez stressant. Puis le but, c'est que ces jeunes-là puissent justement améliorer leurs compétences au niveau de l'expression orale et de la recherche, d'aller chercher des sources crédibles. Alors, c'est des choses qu'on exploite souvent pas assez parce qu'on n'a pas le temps dans nos programmes à l'école. Alors, évidemment, pour moi, c'est l'objectif principal. Puis ce que je peux voir déjà aujourd'hui, après avoir vu la prestation des jeunes, c'est de voir vraiment à quel point les jeunes s'améliorent là, quand ils le font pour une deuxième fois. Ceux qui étaient en 5e secondaire, là, on sentait qu'il y avait une gêne que les autres qui commençaient cette année n'avaient pas. Puis là, je viens d'aller voir mes ouailles dans la loge et ce que j'ai entendu, c'est que les 3 qui étaient en 4e secondaire voulaient rééditer l'expérience l'an prochain. Alors, c'est beaucoup pour ça, en fait, que je m'investis là-dedans ici à Monseigneur-Sévigny comme responsable local. Donc, parmi les étudiants, vous constatez un grand intérêt pour ce genre de concours-là? Oui, bien, je pense qu'il faut le vendre. Hein? C'est comme n'importe quoi. Alors, je pense que je réussis quand même bien à le vendre ici à Monseigneur-Sévigny, mais les jeunes me font confiance. Puis aussi, c'est le fait qu'on est bien entouré. Cette année, on l'a fait un peu différemment. Différemment. L'an passé, on avait vraiment des mentors, un peu comme La Voix. Cette année, j'ai décidé d'aller chercher plus de gens de la communauté, alors pour que ces jeunes-là, ça puisse leur servir d'avoir différents types d'expertise. Alors, on a des avocats, on a des journalistes, on a des gens qui sont spécialistes en matière de communication, qui sont venus former les jeunes carrément. Puis ça, je pense que c'est gagnant aussi. Puis ça fait que ces jeunes-là ont un calepin d'adresses bien rempli, je pense, quand ils sortent du secondaire, quand ils ont, je ne sais pas, moi, un avocat, un journaliste, un préfet de comté et tout ça. Alors, ça leur permet de prendre la parole puis de véhiculer vraiment ce qui est important pour eux. Bonjour Thomas. On peut constater aussi que parmi les différences par rapport aux années passées, l'an passé, c'était 7 minutes. Vous avez monté ça à 12 minutes. Pourquoi? Bien, ça a été vraiment une décision du comité organisateur d'Espace René Lévesque, mais ce qu'on a déterminé, c'est que c'était difficile d'approfondir un sujet en dedans de 5 minutes. Alors, c'était qu'explorer en surface. Alors, on sait que l'an dernier, il y a des jeunes qui avaient fait une recherche très approfondie qui, malheureusement, c'était presque impossible de rentrer dans le temps. Alors, si on considère que 5 minutes, c'est une prise de parole, si on prend 2 minutes pour l'intro, 2 minutes pour la conclusion, il ne reste pas grand-chose pour le milieu et ce qui est intéressant vraiment. Alors, je pense que là, cette moussure-là, ça donne plus la chance aux jeunes d'approfondir puis de démontrer aux juges que leur sujet, ils le connaissent et ils le maîtrisent. Alors que sinon, avant, moi, je trouve que c'était plus une prise de parole en surface. Et je me souviens, avec un élève l'an passé qui avait fait un travail extraordinaire, je ne sais pas combien de fois on a coupé son texte. Et malheureusement, quand on est arrivé à la finale régionale, il était encore à 12-13 minutes. Alors, je pense que comme ça permet à des jeunes d'y aller plus au niveau synthétique, 7 minutes, ou plus approfondi, 12 minutes. Mais maintenant, il faut qu'ils se limitent à ce cadre-là. De toute façon, on pouvait constater pendant les présentations qu'ils allaient quand même chercher facilement 10 minutes de présentation. Oui. Puis en fait, je ne nommerai pas lequel, mais il y en a un qu'au départ, là, sa présentation durait 27 minutes. Alors vraiment, on a écrémé, comme on dit, là, pour arriver. Alors puis ça aussi, je pense que c'est important de développer un esprit de synthèse chez nos jeunes quand ils vont se rendre au collège, à l'université. Il faut être capable de, comme je leur dis, se carrer dans le net, là, à un moment donné, arrêter de tourner autour du pot et réussir à abréger son discours. Les jeunes, je pense qu'ils ont réussi à faire ça aujourd'hui. Je pense qu'ils ont capté l'attention de l'auditoire par différents trucs, différents moyens qui, évidemment, leur ont été transmis par les gens qui ont animé des causeries sur l'heure du dîner. Combien se sont présentés pour cette nouvelle édition? Ben, au départ, on était 12. Alors, il y a eu des sélections, il y a eu des auditions, puis évidemment, ça nous a amené à aujourd'hui. Là, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Je sais que les juges sont en train de délibérer, mais normalement, on devrait sortir d'ici avec 3 finalistes pour la finale régionale. Alors, on est passé de 12 à 3. La première année, si je ne me trompe pas, on était 32 au départ. Alors, c'est ça. Mais ça fait partie
je m'en vais dire de la partie. Ça fait partie de la game, en fait. Alors, il faut arriver à un nombre d'élèves maximal pour la finale régionale. Alors, c'est ce qu'on fait avec cette finale locale-là ici. Puis, comme dans tous les concours, c'est pas tous les gens qui s'entendent là-dessus. On a tous des préférences subjectives en regard de la façon que les jeunes ont abordé leur sujet. Alors, je pense que c'est ce qui est en train de se délibérer présentement dans les loges des juges derrière. Des beaux sujets d'ailleurs, tous d'actualité, puis avec énormément d'exemples qui se passent vraiment tout récemment pendant l'année. Oui, puis c'est ça le but aussi. Alors, ça nous fait des jeunes qui est connectés sur l'actualité. Puis moi, en tant que prof d'univers social, bien, c'est sûr que c'est important pour moi. Alors, de développer un argumentaire, de développer un esprit de synthèse, de faire une recherche, de trouver des sources fiables, de différencier un fait d'une opinion, comme l'a dit un de nos participants ou une de nos participantes. Alors, je pense que c'est très formateur comme projet. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Non, je pense qu'en fait, tout simplement, inviter tous les gens qui vous écoutent à peut-être se déplacer vers New Carlisle ou Passepébiac pour la finale régionale. J'imagine que nos télévisions communautaires vont être là également. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est, vous remercier, les télés communautaires, d'être dans notre milieu, les médias, pour permettre de faire rayonner ce concours-là. Puis, je veux quand même glisser un mot à des gens qui sont très spéciaux pour moi dans l'école. Alors, Jacques Lévesque, Mario Rioux sont toujours là pour faire la technique de cet événement-là. Et puis, mon directeur d'école, M. Jasmin Hainaut, qui vraiment croit au projet. S'il ne croyait pas, peut-être que ça n'aurait pas lieu, en tout cas pas pour une 3e année. Alors, on se croise les doigts pour que l'an prochain, on réédite l'expérience avec une 4e édition, puis encore plus haute en couleur et encore plus de qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Denis. Finalement, ce sont les 5 participants qui iront à la finale régionale. Voici les sujets abordés par les 5 candidats. Thomas Puget a choisi comme sujet l'intelligence artificielle et son discours s'intitulait « Révolution, légiférer ou subir ». Adama Marika Langlois a plaidé pour la protection des enfants exploités dans les manufactures de vêtements dans son discours pour briser les chaînes des enfants exploités. Kimberly Folhomme-Savoie a mis en lumière la cause de la maltraitance des animaux de compagnie dans son discours « Ces petites bêtes qui ne demandent qu'à être aimées ». Thomas Froh a abordé l'impact des réseaux sociaux sur la démocratie dans son discours « La démocratie prise dans la toile des réseaux sociaux ». Et enfin, Océane Cyr a défendu l'importance de préserver la langue française dans les écoles dans son discours « La langue française, un trésor à préserver dans nos écoles ». C'était Jean-Denis Leperrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. La reconfiguration de la route 132 à Carleton-sur-Mer franchira une étape importante selon Ma Gaspésie. Le projet de réfection majeure de la route 132 à Carleton-sur-Mer prévu depuis plus de 10 ans devrait commencer autour de 2030. Les plans et devis seront lancés cette année, marquant une étape importante. Le projet est une collaboration entre la ville et le ministère des Transports, répartissant les responsabilités entre les infrastructures municipales et la chaussée. Les coûts exacts seront déterminés après la finalisation des plans. L'objectif est d'améliorer l'infrastructure tout en assurant la sécurité et en minimisant l'impact sur la circulation et le tourisme. 4,5 millions de dollars pour les aires marines protégées selon Radio Gaspésie. Le gouvernement du Québec a alloué 4,48 millions de dollars au Fonds d'action Saint-Laurent pour la restauration et la valorisation de la biodiversité dans les aires marines protégées du Saint-Laurent. Ce financement réparti sur 4 ans vise à soutenir des projets de restauration et de sensibilisation aux impacts des activités humaines sur les écosystèmes côtiers et marins. La Gaspésie bénéficiera de cet effort avec l'aire marine protégée du Banc des Américains, une zone de 1000 km² située entre Gaspé et Percé.
22 navires de croisière attendus cette année à Gaspé selon Ma Gaspésie. La saison 2024 des croisières internationales à Gaspé accueillera 22 navires dont 6 escales inaugurales avec le Pearl Mist inaugurant et clôturant la saison. Destination Gaspé prévoit l'arrivée de 10 048 passagers et 5 402 membres d'équipage. L'accent est mis sur des navires de petite taille offrant des expériences culturelles et de plein air uniques. Des activités nocturnes sont envisagées pour l'hiver 2025 avec 3 navires prévus et des efforts de démarchage sont en cours pour devenir une destination de croisière 4 saisons. Entente à Percé selon Bleu FM. Une entente a été conclue entre la ville de Percé et le syndicat CSN résolvant le grief pour ingérence syndicale. Cette entente reconnaît mutuellement le respect des obligations du Code du travail sans admettre de faute des deux côtés. Cette résolution a été facilitée par des discussions préventives au tribunal administratif du travail, évitant une procédure judiciaire prolongée. Cette entente est vue comme un progrès dans les relations de travail entre la ville et ses employés, marquant un effort vers un environnement de travail plus harmonieux. 700 000 $ pour stimuler la construction de logements dans la MRC du Rocher-Percé selon Ma Gaspésie. La MRC du Rocher-Percé investit 700 000 $ pour stimuler la construction de logements afin de combattre la pénurie dans la région. 2 programmes distincts ont été créés, un pour les entreprises et les organismes à but non lucratif doté de 450 000 $ pour la conversion de bâtiments en logements et un second pour les particuliers avec 250 000 $ disponibles pour aider à créer des logements additionnels dans des résidences existantes. Ces efforts sont le fruit de 2 années de plaidoyer du préfet Samuel Parisé pour permettre au MRC de soutenir financièrement de tels projets. Plainte rejetée contre Bruno-Pierre Godbout par son ordre professionnel selon Ma Gaspésie. La plainte contre Bruno-Pierre Godbout, technologue en physiothérapie auprès de l'ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, n'a pas été retenue malgré les allégations de comportement punissable liées à ses fonctions de conseiller municipal à Chandler. Ces allégations ne concernent pas directement sa pratique professionnelle, ce qui a mené à la fermeture du dossier par le bureau du syndic. Bruno-Pierre Godbout, qui fait également face à des accusations de fraude et de production de faux documents dans le cadre de ses fonctions de maire suppléant, reste employé par le CIS de la Gaspésie. Les accusations sont prises au sérieux mais traitées individuellement par le CIS de la Gaspésie pour garantir la sécurité des usagers. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.